Mali, une vingtaine de djihadistes ont été neutralisés dans le nord-est du pays. C'est le résultat d'une opération conjointe de l'armée malienne et de la force française anti-djihadiste Barkhane. Au Burkina Faso, le congrès extraordinaire du CDP qui devait se tenir ce week-end a été suspendu par la justice. Ceci après que certains membres du bureau politique et militant du parti se sont opposés à sa tenue. En RDC, l'invalidation des sièges d'une trentaine de députés de l'opposition n'a pas laissé indifférents. Les membres de la Cour constitutionnelle, préoccupés, ils s'engagent à réexaminer le dossier sur leur table. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Déchu et arrêté par l'armée le 11 avril dernier, l'ex-président du Soudan doit comparaître les heures à venir. Omar El-Béchir sera donc devant un tribunal pour répondre d'accusations de corruption et de possession illégale de devises étrangères. Reportage. La date précise de l'audience n'a pas été communiquée, mais le procureur général a bien affirmé samedi que Omar El-Béchir, ancien président du Soudan, qui n'a plus été vu publiquement depuis sa mise à l'écart, comparaîtrait devant un tribunal la semaine prochaine. Jeudi, l'agence de presse officielle soudanaise Souna a indiqué que l'ancien homme fort du Soudan a été accusé de possession de devises étrangères, d'avoir acquis des richesses de façon suspecte et illégale et d'avoir ordonné l'état d'urgence. Outre l'inculpation pour corruption, Béchir fait aussi l'objet de poursuites pour les meurtres de manifestants durant la répression de la contestation née en décembre. Son régime avait tenté de juguler ce mouvement en décrétant l'état d'urgence le 22 février. Le procureur général a précisé que l'ex-président était aussi interrogé au sujet de suspicions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Omar El-Béchir fait aussi l'objet de mandat international par la Cour pénale internationale qui veut le voir répondre à la haie de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour le conflit au Darfour. Mais les militaires au pouvoir ont indiqué qu'ils ne comptaient pas le transférer au tribunal international. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1989, le général a été emporté par un mouvement de protestation inédit déclenché en décembre par le triplement du prix du pain avant de se transformer en contestation du pouvoir. Un conseil militaire de transition a pris ensuite les rênes du pays, mais la contestation s'est poursuivie pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. Au Burkina Faso, le congrès extraordinaire du CDP qui devrait se tenir ce week-end a été suspendu par la justice, et ce après que certains membres du bureau politique et militants du parti se sont opposés à sa tenue. Plus de précisions à travers ce reportage. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP de Blaise Compaoré, toujours à l'épreuve du temps. Le congrès extraordinaire devant conduire à la régularisation de son bureau politique national dimanche en vue de la désignation d'un candidat pour la présidentielle de 2020 n'a pu se tenir. Et pour cause, une vingtaine de militants du parti ont saisi la justice pour suspendre la tenue du dit congrès. Pour Achille Tapsoba, premier vice-président du parti, l'objectif des 10 militants frondeurs est d'empêcher l'ex-parti au pouvoir de désigner un candidat pour la prochaine présidentielle. Les frondeurs ayant choisi de soutenir la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo, ex-président de la commission de la CEDEAO, et ce, sans l'aval du parti. Pour trancher ce différend, certains membres du bureau politique du CDP se sont tournés vers l'ex-président Blaise Compaoré, fondateur et président d'honneur du parti. Dans une lettre dont un extrait a été lu publiquement au cours d'une conférence de presse, il dit souhaiter que le CDP désigne son candidat en fonction des tests du parti. Mais désormais, c'est sa parole contre celle du juge saisi du dossier qui s'impose. La justice vient en effet de trancher en faveur du plaignant Mamadi Lamine Kouanda, qui estimait que la convocation de l'instance n'est pas conforme aux tests. Les 10 tests prévoient en fait 600 personnes pour le bureau politique national, alors que depuis le dernier congrès en mai 2018, plus de 1000 militants composent cette instance, organe de direction du parti. Prenant acte de la décision, le président du parti, Edi Komboigo, a dû reporter sine die le congrès, le temps de se mettre en règle vis-à-vis des tests. Neutralisation dans le nord-est du Mali d'une vingtaine de djihadistes, c'est le résultat d'une opération conjointe de l'armée malienne et de la force française anti-djihadiste Barkhane. Reportage.
L'opération s'est déroulée à Ménaka, dans le nord-est du Mali, et a donc permis de neutraliser une vingtaine de terroristes, à en croire l'armée malienne, qui n'a pas donné plus de détails. En effet, un groupe djihadiste qui se fait appeler État islamique dans le Grand Sahara est actif essentiellement dans cette région de Ménaka et de l'autre côté de la frontière avec le Niger. Il a notamment revendiqué l'attaque de Tongo Tongo en octobre 2017 au Niger. Cette embuscade avait coûté la vie à 4 soldats américains et 4 militaires nigériens. Le nord du Mali est tombé mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes, en grande partie dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013. Mais des zones entières du pays échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, malgré la signature en 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Depuis 2015, les violences se sont propagées du nord vers le centre, voire parfois le sud. Elles se mêlent très souvent à des conflits intercommunautaires, un phénomène que connaissent également le Burkina Faso et le Niger voisin. Toujours au Mali, environ 300 jeunes se sont réunis samedi au monument de la paix de Bamako pour se recueillir en mémoire des disparus de l'attaque contre le village d'Ogon de Sobaneda dans le centre du pays. Issus de tous les bords politiques, ils sont surtout venus s'incliner devant la mémoire des 24 enfants tués au cours de cette attaque. Écoutons certains au micro de notre correspondante au Mali, Alima Bentouré. Nous avons choisi de profiter de la 3e journée du deuil national décrétée par le gouvernement pour nous réunir aujourd'hui au monument de la paix pour signifier d'une part que nous voulons la paix dans notre pays et d'autre part que les tueries qui se sont faites non seulement à Sobanda mais à Ogosagou, à Koulongoabe, dans toutes ces localités, ce sont des tueries qui sont inacceptables pour nous les jeunes. Les enfants qui ignorent tout des enjeux, qui ignorent tout de la politique, mais qui sont des victimes qui sont à longueur de journée massacrées. Nous sommes venus interpeller la conscience de la communauté internationale. Nous sommes venus interpeller la conscience de nos autorités et tous nos partenaires pour que plus jamais de telles atrocités, de telles tragédies ne se reproduisent sur notre sol. L'État en place a déjà failli à sa mission de sécuriser les populations et de maintenir un vivre ensemble calme. Donc, les partenaires sur lesquels l'État s'est basé, tels que la France, précisément en tête de cette mission internationale. Et cette France-là, elle est hypocrite avec le Mali. Et d'ailleurs, elle l'a toujours été avec les pays africains. Donc, il y a, comment dirais-je, cette hypocrisie de la France qui fait que notre crise s'accentue et chaque jour de plus en plus il y a mort d'hommes. Au cours de cette attaque-là, 24 enfants ont perdu la vie, 24 innocents. Ces enfants avaient toute la vie devant eux et malheureusement on les a arrachés à l'affection de leurs proches. Donc ce sursaut, à travers cette cérémonie, nous faisons un recueillement, mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous comptons tout mettre en œuvre pour que cette tuerie s'arrête dans le centre du Mali. Il ne faudrait pas que les Maliens ne puissent pas bénéficier de leur vie, de la sécurité et de leur intégrité physique et morale surtout. Au Bénin, les avocats de l'ancien président Thomas Bodiaï sont une fois encore montés au créneau face à la presse. Ils fustigent le silence des autorités quant à la demande de leurs clients d'aller se faire soigner pour se mettre, si besoin hier, au service de la justice. Ils recusent par ailleurs le juge actuellement en charge du dossier d'audition de Thomas Bodiaï. Plus de précision avec Maître Paul Kato Atita. Il est l'un des avocats conseil de Thomas Bodiaï. On l'écoute. Grâce à la presse béninoise, nous savons aujourd'hui que le juge à qui ce dossier de Yahya Boni est confié se trouve lui-même dans les liens du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, mes chers amis, quelle peut être la conséquence d'une telle situation sur Yahya Boni? Je vais vous le démontrer. La conséquence sur Yahya Boni, je vais vous le démontrer. Quand vous prenez le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe disciplinaire des magistrats au Bénin, le juge qui comparaît devant cet organe, il y a comme organe de poursuite le garde des Sceaux. C'est le garde des Sceaux qui est le procureur de la République là-bas. C'est lui qui demande aux membres de ce conseil à quelle peine, quelle sanction il faut infliger à ce magistrat. Il requiert la peine. Il est l'élément de poursuite. Alors,
Vous voyez que le garde des Sceaux est également le chef direct du procureur de la République. En l'occurrence ici, Cotonou. Il est là-bas, il va requérir contre le juge, dans les mains de qui se trouve le dossier de M. Yaïboni. Et il est ici le chef du procureur public de Cotonou, par qui il donne des ordres au même juge. Tout ce que veut le gouvernement dans l'affaire Yaïboni au plan judiciaire, ça se dit par le garde des Sceaux, au procureur général, le procureur de la République, le procureur de la République le dit au juge. Mais le juge, lui, sait qu'il est dans les liens de ce garde des Sceaux devant un organe de poursuite contre lui. Mais quand même, quel est ce tourbillon dans lequel on veut mettre Yaïboni? Même un médiocre comprendra. Nous n'avons pas confiance en l'indépendance d'un juge dans un cas pareil. En République démocratique du Congo, les graves incidents nés de l'invalidation des sièges d'une trentaine de députés de l'opposition n'ont pas laissé indifférents les membres de la Cour constitutionnelle. Préoccupés, ils s'engagent à réexaminer le dossier déjà pendant sur leur table. Reportage. Pour que cesse l'animosité et les scènes de violence observées ça et là depuis l'invalidation de 35 sièges de députés de l'opposition, la Cour constitutionnelle congolaise, à l'origine de la décision à polémique, s'engage à revoir sa copie. L'annonce a été faite suite à un tête-à-tête délégation de l'opposition et président de l'institution. À la tête de la délégation, Jacques Ndoli. Le député national MLC aura affirmé que le président de la Haute Cour, Benoît Luamba, a promis de soumettre à une chambre spéciale toutes les requêtes introduites dans cette affaire d'invalidation de sièges de députés. Lui et ses pairs veulent donc croire que le dossier sera diligemment traité. Nous espérons que la Cour va s'y mettre très rapidement avec un esprit, j'espère, renouvelé avec le président de la Cour lui-même, parce qu'il faut l'avouer, un certain nombre de magistrats nous posent des problèmes de conduite et d'éthique, a observé Jacques Ndoli. La nouvelle aura réjoui de nombreux militants et sympathisants des formations politiques directement touchées par la décision querellée. Mais les concernés eux-mêmes se gardent de tout triomphalisme et espèrent que justice sera effectivement rendue. Ce dossier d'invalidation des mandats des députés, pour la plupart membres de l'opposition, a profondément ravivé les critiques vis-à-vis de la Cour constitutionnelle. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.